Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les plus de 7 millions de Congolais vivant à l'étranger ne participeront pas aux élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Selon le gouvernement, l'enrôlement de la diaspora congolaise serait trop onéreux. Les détails dans cette édition. La vie politique est agitée depuis plusieurs mois aux Comores. Le président Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016, multiplie les initiatives politiques controversées. Et pour en parler, Maître Saïd Larifou, porte-parole de la mouvance présidentielle, sera notre invité. Et la protection environnementale égyptienne donne l'alerte sur les dangers liés à la consommation d'un poisson toxique présent dans plusieurs zones de la mer Rouge. Il s'agit du takifugu, un poisson réputé au Japon. La diaspora congolaise ne participera pas aux élections prévues en décembre 2018. Les autorités congolaises estiment que l'enrôlement des électeurs congolais de l'étranger serait trop onéreux pour le gouvernement qui a choisi de financer seul ce processus électoral, déjà en retard de 2 ans. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. La participation des Congolais de l'étranger au prochain scrutin prévu le 23 décembre 2018 est hypothétique. Leur effectif et situation géographique, mais aussi le budget y afférent, un ensemble de paramètres qui compliquent la prévision faite par la Commission électorale nationale indépendante, celle d'enrôler 7 à 8 millions de Congolais qui gardent encore leur nationalité afin de participer à l'élection présidentielle. Moi, j'ai mis en place une commission il y a 3 semaines. Pour l'instant, les scénarios qui m'ont été proposés, c'est des scénarios qui vont dans le sens du non. Parce que la situation étant financièrement compliquée, et deuxièmement géographiquement extrêmement compliquée, il est difficile aujourd'hui d'enrôler dans l'ensemble des pays dans le monde. Ouganda, Rwanda, Tanzanie, la France, la Belgique, la Suisse. Parce que la loi nous oblige d'aller dans tous ces pays-là, alors que nous n'avons pas les moyens. C'est donc une majeure partie de l'électorat qui sera contrainte de rester hors de ce processus. Dispersés à travers le monde, leur enrôlement est un processus coûteux dans un contexte où le gouvernement congolais a décidé de financer seul le processus électoral. Cependant, on ne peut donc pas bloquer la machine qui est déjà en marche, estime le ministre en charge des Congolais de l'étranger. Nous ne pouvons pas construire notre pays si à chaque instant nous devons progresser, mais avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, et sans fournir des efforts intellectuels pour comprendre qu'il y a un processus a toujours des difficultés à franchir. Et tant qu'il y a des difficultés, on peut toujours chercher également des moyens pour les contourner et aller de l'avant. Moi, je pense que nous sommes pour ceux qui veulent aller de l'avant. Face à la complexité de la situation, le gouvernement compte saisir la Chambre basse du Parlement pour un projet de loi statuant sur la question. À noter que la diaspora congolaise a toujours joué un rôle important pour le pays. Son investissement financier est estimé à plus de 9 milliards de dollars l'an, généralement sous forme d'aide aux familles. En ce sens, la participation de la diaspora au processus électoral pouvait être considérée comme une reconnaissance face au rôle que jouent ces Congolais, selon certains observateurs. Également dans l'actualité, aux Comores, le siège de la commission électorale a été incendié dans la nuit du 6 au 7 juin. Selon les autorités locales, il s'agirait d'un incendie provoqué volontairement. Le gouvernement a immédiatement condamné avec la plus grande fermeté cet acte. Rappelons que cet incident intervient à 2 mois d'un référendum constitutionnel très controversé prévu le 29 juillet 2018 et fait suite à la suspension de la Cour constitutionnelle en avril 2018 et à l'assignation à résidence de l'un des chefs de l'opposition, Ahmed Abdallah Sambi. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le leader du parti Ridja, Maître Saïd Larifou, qui est aussi porte-parole de la mouvance présidentielle. Bienvenue. Merci. Alors, expliquez-nous en quelques mots la démarche de ce référendum constitutionnel très contesté du 29 juillet. Écoutez, ce référendum, il est le résultat d'une expression populaire, puisque les Comoriens, dans toutes leurs composantes, se sont réunis dans le cadre des assises nationales. Bon, voilà. Il ne s'agit pas d'une conférence nationale, mais des assises nationales qui regroupaient à la fois la société civile, les partis politiques
et des personnes qui ne sont pas du tout impliquées ni dans les actions de société civile ou bien des partis politiques dans le cadre des assises. Donc il y a eu des recommandations venant de ces assises. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité comorienne, donc je l'ai cité précédemment, l'assignation à résidence, la suspension de la Cour constitutionnelle et même le rapprochement des élections anticipées voulues par le président Azali Assoumani qui s'est dit lui-même vouloir être candidat. Est-ce que cela ne va pas trop vite finalement? Est-ce que c'est pas précipité? Vous savez, c'est pas précipité. Au contraire, il y a du retard parce que les Comores, vous disiez tout à l'heure comme quoi il y a des soucis, des problèmes et tout. Non, les Comores, c'est une société qui est en mouvement. Nous sommes le seul pays en Afrique à avoir pris l'initiative de nous regarder les yeux dans les yeux après 42 de la gestion de notre indépendance pour voir que s'est-il passé en 42 ans. Quelles sont les démarches à entreprendre pour justement orienter les Comores dans une autre direction qui n'est pas celle qui nous a conduit à cette situation chaotique. J'aimerais justement citer ce que vous avez dit dans la presse récemment. Vous avez dit que la décision du président de la République est une dictature constitutionnelle prévue et permise par la Constitution. Vous avez cité l'article 12.3. N'est-ce pas provoquer l'opposition ? Non, 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 ce n'est pas une provocation. En fait, c'est une disposition de la Constitution actuelle qui donne au président comorien la possibilité de prendre une décision lorsqu'il y a un blocage des institutions. C'est le cas. La Cour constitutionnelle comorienne, ça fait 12 mois que cette Cour ne fonctionnait pas du tout. Ceux qui sont habilités à désigner des membres pour siéger au sein de cette Cour ne l'ont pas fait. Le greffe de la Cour constitutionnelle leur a écrit une lettre pour demander à ce qu'ils désignent leurs membres. Ça n'a pas été fait. Alors que nous approchons justement une élection référendaire, le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la Constitution, a désigné, a transféré, n'a pas supprimé, a transféré à titre provisoire les compétences de la Cour au profit de la Cour constitutionnelle au profit de la Cour suprême. Laquelle Cour suprême est composée des hauts magistrats de notre pays. Donc il n'y a pas de rupture de fonctionnement des institutions. Il s'agit du transfert de compétences de la Cour constitutionnelle qui est composée principalement par des politiques au profit des magistrats, des hauts magistrats de notre pays. Merci Maître Saïd Larifou d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la mouvance présidentielle comorienne. Merci. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement ivoirien a signé le 6 juin une convention pour le développement des petites et moyennes entreprises dans le pays. Celle-ci donne accès à une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA, remboursable en 3 mois ou en 6 ans. Une aubaine pour les PME qui représenteraient environ 20% du PIB ivoirien. Siamlo Victoria Seche. Le ministère ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises et Coris Banque Côte d'Ivoire ont signé mercredi 6 juin 2018 une convention permettant aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès à une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA. Le taux d'intérêt est de 9% l'an, remboursable entre 3 mois et 6 ans. Les entités éligibles à ce fonds sont les commerçants, les artisans, les dirigeants d'entreprises ou propriétaires de PME. Les montants pris en charge vont de 5 à 50 millions de francs CFA par projet. Ce ne serait pas tellement évident pour des entreprises, des PME, de pouvoir souscrire à ce type de crédit. Bien sûr, il faut nuancer cela avec les conditions particulières de chacune de ces entreprises. Donc, c'est dire oui, cette initiative est bonne. Mais mieux encore, le gouvernement ou les tenants du secteur bancaire doivent aller encore plus loin en proposant des taux plus bas et aussi en dégageant davantage de montants pour soutenir les PMU. À travers ce financement, les autorités souhaitent augmenter la part du secteur privé en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes dans le produit intérieur brut à hauteur de 3 000 à 5 milliards de francs CFA et la faire passer à plus de 30% contre environ 20% actuellement. Le gouvernement a annoncé par ailleurs être à mesure de pouvoir créer 300 000 à 400 000 emplois additionnels. Créer de l'emploi, ça passe aussi par le soutien aux PME. Il y a plein de PME qui sont structurées, comme je disais tantôt, qui ont une culture managériale très avancée. Donc, pour ce genre d'entreprise-là, il faut trouver des financements alternatifs. On doit pouvoir aussi donner de la chance aux PME à jouer pleinement leur rôle en assouplissant
ou en créant des conditions fiscales adaptées aux différentes PME en fonction de leur type. Le gouvernement ivoirien, qui ambitionne de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance, veut accroître le potentiel des PME qui constituent aujourd'hui 98% du tissu des entreprises, 20% du produit intérieur brut, 12% de l'investissement national et environ 23% des emplois modernes. En Égypte, la société de sauvetage et de protection de l'environnement du gouvernorat de la mer Rouge a donné l'alerte le 7 juin sur les dangers liés à la consommation du poisson toxique appelé takifugu, très réputé au Japon. Cette espèce de poisson globe est présent dans plusieurs zones de la mer Rouge, mais il serait impropre à la consommation. Corinne Camden. En Égypte, la société de sauvetage et de protection de l'environnement du gouvernorat de la mer Rouge a averti ce jeudi 7 juin qu'un poisson toxique appelé takifugu, une espèce de poisson globe, est apparu dans plusieurs zones de la mer Rouge. Elle exhorte les pêcheurs à ne pas vendre ce poisson qui serait dangereux pour la consommation. La tétrodotoxine se trouve dans plusieurs des organes du poisson fugu, y compris les ovaires et le foie. Cette neurotoxine puissante, lorsqu'elle est pure, peut tuer un humain adulte à une dose aussi peu que 2 mg. C'est un poison beaucoup plus puissant que l'arsenic ou le cyanure. Selon le président du REP, Hassan Al-Tayeb, le poisson est entré dans la mer Méditerranée par le canal de Suez. Le plat de takifugu, une spécialité japonaise, est connu pour être cher dans les restaurants japonais. Les cuisiniers reçoivent des leçons sur le traitement du poisson et doivent obtenir un certificat spécialisé sur la cuisson sans toucher son sang, son foie et ses yeux vénéneux. Malgré sa toxicité, ou peut-être à cause de cela, le poisson est considéré comme un mets spécial au Japon. Un seul poisson contient assez de poison pour tuer 30 personnes adultes. À cause du changement climatique, les espèces animales peuvent migrer d'un endroit à un autre. Il y a des pêcheurs artisanaux dont la vie socio-économique dépend de la pêche. Donc si la pêche n'est plus une pêche durable qui permet de sauver les vies et la santé publique ou humaine, je crois qu'il est temps que les autorités prennent à bras le corps, parce que au-delà de contamination, on va tomber à des cas de mortalité qui peuvent être très élevés. La création du canal de Suez en 1869 a donné lieu à un passage entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Mais jusqu'au XXe siècle, des lacs très salés dans le canal constituaient des barrières. Mais au fil du temps, elles ont diminué et ont laissé passer de plus en plus d'espèces animales et végétales en raison du réchauffement climatique. Pour le REP, il est impératif d'alerter les pêcheurs amateurs qui risquent de le pêcher et de le consommer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.